Stephen Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie, ex-ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir et bienvenue dans ma circonscription. Merci de nous recevoir. Vous vous êtes dit surpris de voir l'arrivée de Marilyn Gladu au sein du caucus libéral. Vous disiez hier que vous l'avez entendu vous crier dessus à nombreuses reprises à propos du changement climatique en Chambre. Qu'est-ce que vous pensez, non, pas vraiment de sa décision de se rallier aux libéraux, mais plutôt de la décision du premier ministre Carney de l'accueillir au sein du caucus libéral? Bien, je pense que c'est vrai qu'on dit souvent, puis c'est un peu un cliché, mais le Parti libéral est une grande tente. Alors, il y a des gens de différentes orientations qui ont une vision du pays qui n'est pas toujours la même. Quand j'étais ministre de l'Environnement, certains de mes collègues députés, même ministres, trouvaient que j'en faisais trop, qu'on allait trop loin sur ces questions-là. Mais on en discutait, on en débattait parfois entre nous, puis on finissait par prendre des décisions qu'on a prises alors que j'étais à l'environnement. Alors, dans ce sens-là, je vous dirais, comme on a accueilli quelqu'un du NPD il n'y a pas très longtemps, les gens ne se sont pas dit « Ah mon Dieu, le Parti libéral prend un virage à gauche parce qu'on vient d'accueillir une députée du NPD », pas plus qu'on prend un virage à droite parce qu'on accueille quelqu'un du Parti conservateur qui est certainement plus à droite que les autres qui étaient venus avant elle. Oui, parce que ses positions, il faut le dire, étaient nettement opposées à celles du Parti libéral. Est-ce que vous croyez quand même que c'est un choix judicieux? Est-ce qu'il y a quand même un certain risque d'accueillir Mme Gladu au sein du caucus? Bien, je pense que Mme Gladu est une femme intelligente et elle sait très bien dans quoi elle s'embarque. Ouais. Elle sait très bien qu'au Parti libéral, nous croyons au libre choix pour les femmes. Nous défendons les droits de la communauté LGBT. Nous avons voté pour bannir les thérapies de conversion. Donc, nous sommes un parti, même si je trouve qu'on en fait pas assez sur la lutte au changement climatique, nous continuons à lutter continuons à lutter contre les changements climatiques. Et c'est tout ça, Mme Gladu. Alors, j'imagine qu'elle a pris cette décision-là en toute connaissance de cause. Mm-hmm. Parce que vous avez quitté le cabinet pour rester fidèle à vos convictions, alors que maintenant plusieurs ont l'impression que Mme Gladu met du côté certaines de les siennes pour se joindre au Parti libéral. Est-ce que vous craignez quand même que son arrivée au sein du Parti libéral aujourd'hui, peut-être ça donne l'impression d'un parti qui est prêt à avaler n'importe qui en quête d'une majorité? Bien, je pense que le premier ministre l'a déjà dit. Là, il est prêt à accueillir n'importe qui va accepter de se joindre au parti et aux valeurs du parti. Alors, quelqu'un ne pourrait pas venir au Parti libéral puis dire, ben moi, je vais continuer d'être anti-choix. Je vais continuer de nier l'existence des changements climatiques. Alors, je pense que si Mme Gladu a fait, j'imagine qu'elle a fait cette réflexion-là, puis elle s'est dit, bon, ben OK, d'accord, je pense que je peux faire plus en allant au Parti libéral qu'en restant avec le Parti conservateur. Mm-hmm. Vous avez affirmé dans une entrevue avec CTV hier que M. Carney a fait campagne plus au centre-gauche, alors que maintenant il gouverne un peu plus au centre-droit, mais que les valeurs demeurent les mêmes. Expliquez-moi comment c'est possible, parce que je suis certain qu'il y a bien des Canadiens partout au pays qui ne comprennent pas, par exemple, justement le virage sur les changements climatiques et qui ne voient pas comment on peut rester fidèle à si on appelle ça une valeur, mais quand même assister à un changement de direction quand même assez prononcé. Bien, sur les questions, on a parlé donc sur le libre choix des femmes, la protection de la communauté LGBT. Le premier ministre Carney était à la marche pour la fierté de Vancouver. Il était à la levée du drapeau arc-en-ciel sur la colline parlementaire. Il n'y a pas de changement par rapport à l'ère précédente de M. Trudeau. On continue d'aller de l'avant sur la question les garderies pour enfants, le programme de soins dentaires. Donc, mais M. Carney n'est pas la même personne que Justin Trudeau, évidemment. Ils ont une façon d'approcher la politique. Ils ont une expérience aussi personnelle qui est différente et qui vient teinter, orienter les gestes au jour le jour. Et sur la question du climat, oui, je trouve qu'on n'en fait pas assez, mais on a quand même fait une annonce, le premier ministre Carney a fait une annonce historique, presque 4 milliards d'investissements pour la protection de la nature. C'est un programme que j'avais largement moi-même écrit avant de quitter le cabinet alors que j'étais ministre de la Nature. Donc, il y a des choses qui avaient été amorcées sous le gouvernement Trudeau qui se poursuivent. Et il y a certains changements aussi. Moi, j'étais pas à l'aise avec les changements au niveau de la question du climat. Et comme vous le savez, dans notre système parlementaire, là, il y a la solidarité ministérielle. Donc, si on est au cabinet, on doit
appuyer toutes les décisions du cabinet et du gouvernement, qu'on soit d'accord avec ou non. Et ça, c'est une décision que je sentais que je ne pouvais pas appuyer. Vous avez été élu la première fois en 2019. À ce moment-là, je me souviens, il y avait bien des gens qui se questionnaient à savoir pourquoi est-ce que Stephen Guilbeault va rejoindre le Parti libéral. Et vous avez répondu, si je me souviens bien, que vous aviez l'impression que vous pouviez en faire davantage au sein du gouvernement, au sein du Parlement. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui pour vous? Écoutez, on a fait des choses extraordinaires dans les dernières années. Mais pour vous, maintenant, est-ce que vous avez toujours l'impression que c'est vraiment en tant que député que vous pouvez en faire davantage pour protéger l'environnement et les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques? Mon combat est évidemment pour les changements climatiques, pour l'environnement également. Je vous parlais de la nature. C'est ici même, en 2022, que s'est tenue la COP 15, la Conférence des Nations unies sur la biodiversité. Il y avait 20 000 personnes de partout sur la planète ici. On a réussi à convaincre 194 pays de protéger 30 % de la planète au cours des prochaines années. J'aurais pas pu faire ça si j'avais été militant écologiste. Moi, j'ai accueilli tout ce monde-là. J'ai travaillé avec des représentants de pratiquement tous les pays pour arriver à cette entente-là. Alors, la politique permet parfois de faire de très grandes choses et je suis très heureux de ce que j'ai fait. Je reste au parti, je reste membre du caucus parce que je pense que je peux continuer à contribuer sur ces questions-là. Malgré certains reculs sur le climat, il y a quand même beaucoup de choses que nous faisons, que j'appuie et je veux travailler à faire en sorte que on puisse continuer d'aller plus vite sur ces questions-là. Évidemment, maintenant, il y a toute la guerre au Moyen-Orient qui se déroule. Ça occasionne toute une crise au niveau énergétique au plan mondial. Le gouvernement veut clairement accélérer le développement des ressources naturelles ici au Canada, y compris les projets des sables bitumineux, par exemple, en Alberta. Est-ce que vous, étant donné ce changement de cap sous la direction de Mark Carney comparé à l'ère Trudeau, est-ce que vous trouvez ça plus difficile aujourd'hui de défendre les actions du gouvernement? Bien, sur certaines, oui, absolument. C'est pourquoi j'ai quitté le cabinet. Évidemment, je ne pense pas que l'avenir du pays est dans les hydrocarbures. Malgré ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et au Moyen-Orient, c'est une crise qui va être ponctuelle, qui va avoir des ramifications probablement pour les prochains mois, peut-être quelques années. Mais la direction énergétique mondiale est très claire. La planète se dirige vers la transition énergétique. En Chine, on est en train d'éliminer la production d'électricité à partir du charbon, alors que Scott Moe, en Saskatchewan, veut continuer d'utiliser le charbon. En Chine, un véhicule sur 2 vendu est un véhicule électrique. On est à peine à 25 % au Canada, peut-être même 20 % présentement au Canada. Donc, on pourrait parler de l'Europe, on pourrait parler de l'Australie et de ce qu'ils font au niveau du solaire, par exemple. Mais justement, est-ce que ça vous préoccupe le fait que le Canada semble prendre du recul dans la lutte contre les changements climatiques? Oui, c'est très préoccupant pour moi et je pense qu'on devrait en faire plus. Nous avions un plan qui fonctionnait, qui permettait pour la première fois dans l'histoire du pays de réduire la pollution alors que l'économie était en croissance au Canada. Et là, on va continuer de réduire nos émissions avec le plan actuel, mais beaucoup moins rapidement que lorsque le plan précédent sur lequel j'avais travaillé avec beaucoup d'autres, évidemment le premier ministre Trudeau, avait été mis en place. Alors, on ralentit cette lutte au changement climatique-là et nous subissons les impacts. Nous sommes aux premières loges. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées maintenant presque année après année à cause des feux de forêt, des inondations, des vagues de chaleur, des rivières atmosphériques. Donc, les coûts des changements climatiques augmentent pratiquement d'année en année. On est passé d'à peu près 300 millions en moyenne au début des années 2000, les coûts annuels des changements climatiques au Canada, selon le Bureau de l'assurance du Canada, à près de 6 milliards de dollars l'an passé. 300 millions à 6 milliards. Et ça, on ne reçoit pas de facture, vous et moi, à la maison, disant voici ce que vous a coûté les changements climatiques, mais nous payons toutes et tous. Parce que les gouvernements municipaux doivent compenser, les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral doit aider les communautés impactées, les familles impactées, les entreprises. Et ça, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on en fait moins que les changements climatiques vont tout à coup s'effacer. Stephen Guilbeault, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.